Ici Lorient. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. 80e anniversaire de la Libération. Radio Balise vous propose une série de rencontres sur les territoires de la Poche de l'Orient. Bonjour à tous, bonjour Christophe Deutsch. Vous travaillez au service patrimoine de la ville de Lorient. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre du 80e anniversaire de la libération de la Poche de l'Orient pour préciser justement ce qu'est cette fameuse poche. On part du débarquement en Normandie le 6 juin 1944. Oui, en effet, c'est là que tout démarre. Comme nous le savons tous, Lorient est une ville très occupée pendant la Seconde Guerre mondiale, dès 1940 avec l'arrivée des premiers sous-marins, puis ça va être le temps de la construction des blocos, de la grande base de sous-marins, la plus grande forteresse allemande en dehors du territoire allemand. Et lorsque le débarquement a lieu en Normandie, l'essentiel des troupes allemandes de la Bretagne, forcément, s'oriente d'abord vers la Normandie pour faire face au front. Et lors de la percée d'Avranches, notamment, c'est le repli des troupes allemandes sur leur base en Bretagne, que sont Brest, Lorient et Saint-Nazaire, leurs trois forteresses, leurs trois bases de sous-marins, d'où ils pourront bénéficier à la fois des structures, de l'artillerie, d'un ensemble de communications, des moyens de tenir le territoire face à l'avancée des Alliés. C'est ce qu'on va appeler des poches, puisqu'ils vont créer autour de leur forteresse une zone contrôlée, une zone de combat, où ils vont pouvoir tenir un siège, les poches de Brest, de Lorient et de Saint-Nazaire. Alors autant Brest, on sait que ça a été pas mal détruit, mais ils ont été libérés le 19 septembre, mais pour Saint-Nazaire et Lorient, c'était à peu près dans les mêmes dates, au mois de mai. Oui, les troupes américaines traversent la Bretagne, visent en priorité la libération du port de Brest, parce qu'il y a un vrai enjeu dans la continuité de la Normandie d'avoir un port sur l'Atlantique pour accentuer le débarquement, notamment l'arrivée de matériel, de nouveaux régiments. Et Brest est attaqué par les Alliés, le siège est formé très vite, mais ce sont des combats particulièrement douloureux, particulièrement violents, qui vont avoir des pertes humaines et matérielles considérables pour les Alliés. La ville de Brest elle-même en sort en ruine et le port n'est plus utilisable. La stratégie va donc changer autour de Lorient et de Saint-Nazaire. On se demande alors pourquoi travailler, œuvrer à déconstruire, à percer ces poches dans des combats qui seront à nouveau très coûteux, alors que la course en avant maintenant est vers l'Allemagne, vers la libération de l'ensemble du territoire français et la prise de l'Allemagne pour terminer la guerre. Pour Lorient, par exemple, la forteresse abrite plus de 26 000 soldats allemands. En définitive, les forces allemandes vont pouvoir installer leur forteresse, les Alliés poser une ligne de front la plus courte possible autour de cette forteresse pour réduire la poche de l'Orient au maximum et tenir le siège, non pas forcément pour réussir à prendre l'Orient, mais pour pouvoir bloquer ces troupes allemandes le temps que la guerre se termine et, en définitive, mobiliser le minimum de troupes alliées, que ce soit américains ou résistants autour de l'Orient, pour pouvoir envoyer l'essentiel du matériel et des hommes vers l'Allemagne. C'est le 25e corps d'armée du général Farnbacher qui occupe le Morbihan depuis Pontivy. Lorient a une position à part par rapport à Brest et Saint-Nazaire, puisque c'est l'ensemble du commandement allemand de la Bretagne, autour du général Farnbacher notamment, qui se replie sur Lorient avec son état-major, et qui va prendre la tête de la résistance allemande en Bretagne face au débarquement allié. Lorient devient donc une tête de pont, une cible prioritaire pour les Alliés, et à l'inverse, le général Farnbacher, associé aux troupes de marine, de la marine de guerre allemande qui étaient déjà à Lorient, des troupes qui étaient déjà présentes, vont essayer de tenir une poche de résistance à nouveau, je le souligne, parce que leur objectif, qui est donné d'ailleurs par ordre Hitler, est de tenir le plus longtemps possible. Au départ, on parle d'un minimum de 75 jours, si je ne me trompe pas.
et de pouvoir bousculer la libération de la France et ralentir l'arrivée des troupes vers l'Allemagne. C'est ça, le Führer pense pouvoir inverser le rapport de force et reprendre l'offensive depuis ses bases, en fait. Oui, tout à fait. Les Allemands conservent les communications entre leur forteresse et Berlin. Les voies maritimes sont encore très contrôlées par les sous-marins et les navires de surface allemands. D'ailleurs, à la fermeture de la poche, les derniers sous-marins quittent l'Orient pour rejoindre l'Allemagne sans trop d'encombre. Alors non pas l'Orient, mais la forteresse de Saint-Nazaire est toujours reliée également par voie aérienne jusqu'à l'Allemagne. C'est donc des vrais bastions avancés, plus que des camps de prisonniers. Les combats vont d'ailleurs faire rage. Au départ, il y a des tentatives pour tester les positions allemandes, autour de Ponskorf notamment, autour d'Hennebont. Mais on se rend rapidement compte que cette forteresse allemande est prête à recevoir les assauts. Et lorsque la poche de l'Orient se ferme au mois de septembre, les lignes de défense ne vont quasiment plus bouger jusqu'à la libération 9 mois plus tard. Cette poche de l'Orient, elle comprend plusieurs communes, 26. En fait, il y a plusieurs fronts, plusieurs lignes de front. La dernière, c'est la forteresse, mais ça s'étale autour de l'Orient. Oui, c'est ce qui justifie vraiment ce terme de forteresse, de Festung en allemand. Il ne s'agit pas seulement de la base de sous-marins. Forcément, il y a ces immenses blocos où la tension va se détourner de la mer pour se tourner vers l'arrière-pays. Les canons des sous-marins, par exemple, vont être démontés pour être installés sur des wagons. Là, on va vraiment tourner la forteresse vers l'arrivée des Alliés par la Bretagne. Mais la base de sous-marins elle-même est en étroit dialogue avec la base aéronavale de Landbiwe, qui permettait le support, l'accompagnement des sous-marins, leur protection en mer. Au-delà de ces deux points forts, il y a tous les blocos de commandement, blocos hôpitaux, les casernes, les batteries de tir qui forment une première résistance autour de la ville de Lorient et une ligne de front rapprochée qui se construit notamment à l'est sur un grand fossé anti-char. Au-delà de cette première ligne, une deuxième ligne de résistance est installée, ponctuée de blocos à nouveau, de nids de mitrailleuses, ce qui permet d'avoir une ligne de tir ininterrompue de l'entrée de la Leïta à Guidel jusqu'à Quiberon, et une troisième ligne de front qui est au contact d'un no man's land, fait de barbelés, de mines enterrées, pour vraiment empêcher l'arrivée des Alliés. Au-delà de cette forteresse, disons, passive, il y a de la défense antiaérienne qui va être active, que ce soit du côté des îles ou du côté des terres, des batteries lourdes, comme la batterie du Bégot à Plouarnel, qui va réussir à faire parvenir des tirs engageant des victimes jusqu'à la gare de Vannes, à des kilomètres de là. On se rend compte que la poche de l'Orient et ces trois lignes de défense allemande est relativement restreinte, mais extrêmement dense en humains et en force de tir, à l'inverse de celle de Saint-Nazaire qui prend un immense territoire et où les combats n'étaient pas moins violents, mais davantage des combats de patrouille. On a peut-être passé un peu vite sur ce qui s'est passé au niveau de la libération avec la 4e division du général Wood. Alors Vannes est libérée, et ensuite c'est Auray. Qu'est-ce qui se passe dans les autres communes environnantes ? Oui, c'est ce qui nous permet vraiment de nous plonger dans ce qu'a été la fermeture de la poche de l'Orient. Si elle était anticipée par l'Allemagne, si les Alliés l'envisageaient également, la population a peut-être été prise plus au dépourvu. Le débarquement est rapidement connu de tous. On sait que les Alliés arrivent, les résistants préparent le terrain. Vannes est libéré donc le 5 août, Auray le 7 août, et les blindés américains entrent à Hennebont le même jour. C'est donc extrêmement rapide. Les soldats allemands se replient sur la rive droite du Blavet, toujours à Hennebont, et la population est en liesse. Le drapeau tricolore apparaît aux fenêtres. C'est la libération pour les habitants. Mais face à la résistance, notamment de l'artillerie allemande, qui va choisir de bombarder le centre-ville, qui va dynamiter les ponts. Le pont Jeanne-la-Flamme. Voilà. La population se retrouve tout à coup au cœur de la bataille et les Alliés doivent reculer. La commune est donc encore occupée et elle va être coupée en deux par la poche de l'Orient. Au total, c'est 39 habitants qui sont tués par cette armée allemande en déroute et une ville déchirée par cette formation de la poche et qui devra attendre
elle aussi, le mois de mai 1945 pour retrouver entièrement sa liberté. Oui, on peut voir sur le quai des Martyrs le mémorial, justement, en l'honneur de toutes les personnes qui ont été tuées pendant cette période. Alors, la forteresse allemande de Lorient remplit sa mission, qui s'agit de protéger les sous-marins, mais en fait, ils ont déjà quitté la base. Donc, quel est son rôle ensuite? La base va vraiment devenir le point d'appui des forces allemandes. Elle a cette caserne qui permet d'accueillir plus de 1000 hommes, l'arrivée des voies ferrées, une centrale électrique qui lui permet d'être autonome. Rappelons-le, c'est une base de sous-marins avec ses structures qui est dans une ville qui a été rasée en 1943. On est donc dans une base, dans une ville qui a été déblayée mais qui n'est plus debout, qui n'a plus d'immeubles. La population elle-même s'est extrêmement réduite. Au-delà de la ville de Lorient, on considère qu'à la fermeture de la poche, 8000 civils s'obstinent ou restent prisonniers de cette poche de Lorient. Et on imagine donc cette immense forteresse qui accueille des troupes allemandes en difficulté, il faut le dire. Ce n'étaient pas des troupes d'élite, elles avaient toutes quitté le front. Ce sont des hommes qui parfois découvraient le combat pour la première fois, au milieu d'un territoire quasiment désert, où dans quelques fermes on retrouve ces civils éparpillés. Et la forteresse va devenir forcément la cible des Alliés, même si à nouveau l'objectif premier est de réduire la poche de l'Orient le plus possible. Des combats, par exemple, très durs vont avoir lieu sur le front de Nostan, Sainte-Hélène, lorsque les troupes allemandes vont essayer de pousser la ligne de front jusqu'à la ria d'Etel pour gagner notamment des espaces qui leur permettront de s'approvisionner. On a faim, pris dans cette forteresse assiégée. Et ce sont notamment les résistants qui vont essayer de retenir cette ligne de front, appuyée par l'artillerie alliée qui tombe souvent à pic pour aider ces hommes, parfois en sabots, parfois presque sans armes, mais qui vont avoir le courage de tenir des lignes de front face à des troupes allemandes suréquipées. Et à nouveau, quand je dis assiégées, des troupes allemandes qui vont être acculées. Ce front va finir par céder au bout de combien de jours? La poche de l'Orient va avoir un front relativement stable, hormis cet épisode de Nostan et Sainte-Hélène. La libération va débuter au début de l'année 1945 par la prise d'espace littoral entre Quiberon et le pont de Belz, ce qui n'empêche que la presqu'île de Quiberon, la batterie du Bégot, les îles restent accrochées à la poche de l'Orient et reliées à l'Orient par voie maritime. Puis ça va être enfin au mois de mai, alors que la pression est à son comble, que les désertions allemandes se multiplient, qu'on constate également des actes de rébellion au sein de cette armée dont le commandement est à la fois totalitaire et veut mener le combat à l'extrême. On refuse de se rendre. Le suicide d'Hitler le 1er mai est un signe fort pour les Alliés comme pour l'Allemagne. Et la poche de l'Orient veut être l'une de ces forteresses qui se battra jusqu'au dernier instant. C'est pour ça qu'à Plouhinec, ils ont refusé de signer? Oui, on a vraiment une négociation et un bras de fer autour d'où l'importance de Plouhinec, autour de cette reddition. Il faut attendre la prise de Berlin pour que les troupes allemandes acceptent la discussion. Et à ce moment-là, elles refusent la reddition et attendent l'ordre direct de Berlin pour pouvoir engager une éventuelle reddition. Et les restitutions des discussions nous montrent à nouveau une armée allemande qui cherche à négocier. Et c'est l'armée américaine qui maintient l'effort de guerre et qui va menacer d'un énième bombardement sur la base de sous-marins notamment, pour pouvoir provoquer la reddition allemande. Et c'est cette menace du mois de mai 1945 qui va permettre de débloquer la situation, entre autres, et d'amener la capitulation sans condition et la reddition effective accodant
le 10 mai. Qui sont les hommes en présence à Caudan ? À Caudan, René Estienne pourra vraiment le développer. L'événement est assez fort puisqu'on va avoir cette négociation où le commandement français est à la table des discussions, puis un temps qui va permettre aux troupes allemandes de détruire leurs archives, mais aussi de répondre aux obligations de la reddition que sont le déminage des routes, la constitution de stocks d'armes, afin que l'arrivée des Alliés, la voie soit libre et que les troupes allemandes puissent se constituer prisonniers sans difficulté. Et à la cérémonie de reddition à Caudan, c'est le dernier moment de cette fin de la poche de l'Orient, où le général Farnbarer va remettre son arme, son pistolet, au commandement américain. Notamment, il y a vraiment ce refus des troupes allemandes de se rendre à d'anciens résistants que l'on considère comme des terroristes, comme une armée irrégulière, et la difficulté du commandement français de trouver sa place, de gagner sa place dans ces cérémonies, alors que le général de Gaulle pose véritablement la place de la France dans la libération du territoire français. Et que sur la poche de l'Orient, la place des résistants puis de l'armée régulière est déterminante. La cérémonie de reddition de la poche de l'Orient à Caudan va ouvrir les portes de la ville à la réappropriation du territoire. Ce sont justement d'abord les Français qui entrent à l'Orient et qui vont pouvoir prendre possession de la commandature à la Chambre de commerce, de la préfecture maritime, ensuite appuyés par les Alliés. C'est un nouveau chapitre du territoire qui s'ouvre, puisque ce va être à la fois la réappropriation économique, architecturale du territoire, pouvoir envisager une nouvelle vie dans une ville en ruine. C'est le retour qui va enfin pouvoir s'annoncer pour 60 à 80 000 personnes qui attendaient toujours de revenir dans leur foyer, alors que 95% de l'agglomération est détruite. Et les prisonniers de guerre allemands vont être mis à l'œuvre pour permettre le déminage, permettre le déblaiement. Progressivement, l'activité économique appuyée par l'établissement de cités de baraques va permettre à rouvrir les axes de circulation, à relancer ce qui va redevenir une ville à l'Orient. Mais si je pense à la cérémonie de Caudan, c'est qu'il y a aussi cette reconstruction morale, psychologique même, j'aimerais dire, puisque cela va être maintenant le temps de la justice pénale pour les exactions de la guerre, le temps de l'appréhension de la collaboration et de la reconstruction d'une société face à elle-même, et le temps de la mémoire, d'écriture d'une nouvelle histoire, celle d'une ville qui va renaître de ses cendres, appuyée sur cette histoire. Et s'il y aura toujours cette notion de ville absente à l'Orient, la reconstruction, la renaissance de l'Orient prend un éclat particulier, mais sera toujours marquée par ce cycle des commémorations qui, très vite, dès 45, 46, 47, va être marqué par des fêtes de la libération, puis des commémorations de la fin de la guerre, qui nous amènent aujourd'hui, 80 ans plus tard, à un tournant décisif, puisque la mémoire disparaît aujourd'hui. La mémoire vivante de cette guerre s'éteint, et la mémoire devient histoire. Aujourd'hui, c'est une nouvelle, peut-être quelque chose de nouveau à inventer, écrire l'histoire de cette guerre, à partir de la mémoire, en honorant cette mémoire, pour pouvoir à nouveau peut-être affronter les derniers grands sujets sur lesquels la ville de Lorient doit se reconstruire, une ville où il y a eu également de la collaboration, une ville qui a su aussi développer le pardon et développer de nouveaux espoirs, renaître. C'est une des nouvelles mutations d'une ville née de la mer et qui aujourd'hui renaît de la mer. Très bien, merci Christophe. Ainsi se termine cet instant consacré à la poche de l'Orient. Ici l'Orient, une série d'émissions à retrouver sur le site de Radio Balise et de l'Orient Agglomération.